Démarre l'enregistrement et je cède la parole à Julie. Alors, bonne formation. Ben, merci tout le monde d'être là. Bonjour, moi c'est Julie Gontier-Brazeau. Donc, je travaille à la CDRQ. Il y en a plusieurs qui me connaissent parce qu'on est collègues. Je suis chef de pratique en droit et en gouvernance à la CDRQ. Je suis aussi notaire de formation et de profession. Donc c'est ça, là, on a travaillé effectivement, comme Marie l'a dit, là, c'est une présentation, dans le fond, qui fait suite aux travaux qui ont été amorcés par le CQCM sur la finance participative des entreprises collectives. Alors, sans plus tarder, et puis, est-ce que Caroline, tu veux te présenter aussi? C'est plus moi qui va faire la présentation aujourd'hui, mais Caroline et moi, on a travaillé beaucoup ensemble sur ça. Alors, je te laisse te présenter. Ben oui, je vous fais un petit coucou. Alors, bonjour, Caroline Martineau, conseillère principale en développement coopératif avec le profil finance. Alors, évidemment, j'ai été impliquée dans ce projet-là qui, globalement, vise à élargir les possibilités de financement là, pour les coopératives ou du moins à faire connaître certains aspects moins utilisés, de sorte à faciliter là, le financement, la capitalisation des coopératives. Alors voilà, c'est Julie qui va vous présenter le plus gros. Bien sûr, je vais mettre mon grain de sel ici et là dans cette présentation-là, mais on en a deux autres cette semaine. Alors, vous devez faire des liens pour attendre. Excellent. Donc, sans plus tarder, je commence. Donc, une petite mise en contexte, en fait, là, comme Marie le soulignait, là, les travaux ont commencé en 2021. Plus globalement sur le financement participatif. Et ces travaux-là ont soulevé ou ont émis le constat, là, entre autres, qu'il n'y avait pas assez d'informations ou de données à propos des coopératives exploitées à des fins non lucratives. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un état de situation qui a été effectué à l'automne 2022 par le CQCM également. Et c'est ce qui nous amène là, à vous présenter les outils. En fait, je crois que vous avez reçu par courriel l'outil qui va être à l'usage des conseillers, surtout conseillères en développement collectif. Et je crois aussi que vous avez reçu l'état de situation. Donc, ça vous donne vraiment un aperçu assez complet de la situation des coopératives exploitées à des fins non lucratives au Québec. Voilà. Donc, l'objectif des travaux, donc, c'était, dans un premier temps, de contribuer à l'avancement des connaissances sur l'utilisation, les possibilités et les pratiques de financement par le milieu et les membres des coopératives. Ensuite, c'était de bonifier le continuum de sensibilisation, de formation et d'accompagnement à la finance participative en capital pour les entreprises collectives, mais en particulier pour les coopératives exploitées à des fins non lucratives, parce que le fait de décider d'être exploité à des fins non lucratives, eh bien, ça a évidemment quand même des conséquences au niveau du financement, de la capitalisation, des possibilités. Et finalement, c'était d'outiller les conseillers en développement collectif pour bien accompagner les entreprises et surtout les accompagner à faire les bons choix selon leur propre situation. Donc, l'état de situation que vous avez reçu, donc la méthodologie qui a été utilisée, ça a été produit à l'aide de bases de données administratives, surtout des coopératives non financières. Donc, évidemment, toutes les coopératives financières n'ont pas fait partie de l'étude. Les données financières de 260 coopératives qui ont été fournies par la direction de l'entrepreneuriat collectif du MEIE
Et il y a eu également un sondage qui a été envoyé à l'été 2022. Donc, parmi un échantillon là, de 422 coopératives qui avaient été identifiées pour être exploitées à des fins non lucratives, ainsi qu'une base de données là, du CQCM. Donc, ce sont les données qui ont permis d'arriver à l'état de situation. Et au niveau du contexte fiscal et de quelle manière c'est reconnu au Québec. Donc, ce qu'il faut vraiment bien comprendre et toujours garder en tête, c'est qu'une coopérative exploitée à des fins non lucratives, et vous remarquerez qu'on dit vraiment toujours cette formulation-là, la coopérative exploitée à des fins non lucratives. Donc, ce n'est pas un statut juridique ni une catégorie de coopérative. C'est vraiment, c'est un statut fiscal. Donc, c'est vraiment le fait ou non de faire des profits et certains autres critères là, qui doivent être rencontrés pour pouvoir avoir ce statut fiscal-là. Mais au niveau du statut juridique, une coopérative est une coopérative, qu'elle soit exploitée à des fins non lucratives ou lucratives. Dans les deux cas, c'est le même statut juridique qui est une coopérative. Donc, dans les deux critères qui doivent être présents, c'est l'interdiction d'attribuer des ristournes sur les parts et l'interdiction de verser un intérêt sur les parts émises aux membres. Donc, parce que le statut fiscal d'organisme sans but lucratif prévoit qu'il ne doit pas y avoir de revenus qui sont versés aux propriétaires d'une entreprise. Et les membres sont en quelque sorte des propriétaires, c'est collectif bien sûr, mais les parts, donc quand on achète des parts d'une coopérative, c'est un droit de propriété. Et donc, l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ont élaboré là, des définitions et des critères pour pouvoir déterminer si une coopérative peut bénéficier de ce traitement fiscal-là. Donc, l'inscription dans les statuts de constitution qui prévoit que la coopérative s'interdit le droit de verser des ristournes et des intérêts aux membres, ce n'est pas nécessairement suffisant. C'est une exigence, mais ensuite, les agences du revenu du Canada et du Québec vont toujours considérer l'ensemble des faits pour déterminer si la coopérative peut conserver son statut, peut avoir le statut de coopérative exploitée à des fins non lucratives et peut le conserver d'année en année. On peut même, puis ça, c'est la même chose pour un OBNL classique. Donc, un OBNL classique n'a pas une garantie qu'elle va garder son statut. C'est vraiment après ça une question de fait au niveau des activités de l'entreprise. Me permets-tu, Julie? Oui. Juste dans le fond, là, dire que si on veut avoir un statut fiscal au BNL, ces deux mentions-là doivent être là. Mais le fait de ne pas les avoir, on est forcément à but lucratif. Mais le fait de les avoir, ces deux mentions-là, ne fait pas automatiquement qu'on est à but non lucratif. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Il y a différents critères qui sont là. Si vous inscrivez ces mentions-là au statut de constitution, la demande pourra être étudiée, elle pourra être considérée avec l'aide des autres critères. Si vous n'avez pas ces deux mentions-là, c'est terminé, vous êtes à but lucratif. Fait que c'est juste ça qu'il faut bien comprendre. Absolument, merci de la précision. Puis j'en profite pour dire que n'importe qui, à tout moment, durant la présentation, vous pouvez lever la main. Là, moi, je regarde vraiment plus ma présentation, donc je ne vois pas les mains levées en tant que telles, mais je me fie
sur quelqu'un pour regarder Julie, ça. justement, tu as une main de la part de Hotman. Bon, Hotman, ben, non. alors vas-y, Otman, je t'écoute. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour tout le monde. Justement, ma question porte qu'à partir du moment où on a inscrit toutes ces demandes, notamment, enfin, toutes ces précisions dans la demande de constitution, etc., euh, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'exercice? Est-ce que, est-ce qu'il nous faut comment dirais-je, une autorisation ou une confirmation de la part de Revenu Québec pour être considéré comme un but non lucratif, ou alors on se considère à ce moment, une fois que c'est déclaré, on se considère comme une coopérative à but non lucratif et on fonctionne comme ça. Voilà. Aimerais-tu que je la prenne, Julie? Ou Oui, vas-y, Caroline. Ben, en fait, tu sais, c'est bon, évidemment, c'est la coopérative qui va prendre le formulaire d'impôt destiné aux OBNL, qui va faire sa demande, qui va faire sa déclaration d'impôt avec ça, puis qui va attendre de voir si quelque chose revient. Il est toujours possible de demander un avis fiscal à Revenu Québec. L'affaire qu'il y a, c'est que comme ce statut-là, il n'est pas permanent, il dépend là, année après année, il peut être révisé. Ben, Revenu Québec ne va jamais vous donner une attestation ou une confirmation comme quoi ce mode-là, il est accepté. Il peut vous le dire pour l'année en cours, mais il ne peut pas vous le dire pour une durée qui est plus longue que ça. Ce qui fait que ça ne donne pas grand-chose, entre guillemets, là, de faire cette demande-là. La plupart des coops, elles vont produire leur déclaration de revenus et elles vont attendre de voir s'il y a quelque chose qui revient. C'est assez rare que ça revienne. Hein. Dans le fond, Revenu Québec va l'accepter comme ça, puis au moment de la vérification, ben, s'il y a des choses qui clochent, là, va poser des questions. Mais sinon, c'est comme ça que ça se fait. Puis j'oserais vous dire que dans le concret, là, bon, quand on démarre la coopérative, les coopératives vont faire une demande d'un numéro de taxe. Et lorsqu'on fait une demande de numéro de taxe, on doit choisir un régime de taxe qui peut être un régime au BNR. Fait que dans les faits, c'est à ce moment-là, la plupart du temps, que Revenu Québec, dans ses dossiers, va venir déterminer, OK, cette coop-là se dit avec un statut fiscal à but non lucratif. Puis après ça, ben, quand ils reçoivent la déclaration de revenus, si c'est cohérent, ben, il y a comme, c'est là que le statut est enregistré, si on veut, dans les fichiers de Revenu Québec. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on s'enregistre comme ça que nécessairement ça va être accepté. C'est juste ça qu'on veut vous dire là, avec cette slide-là. Je suis désolée, j'ai oublié mon mot français. Diapo. Merci. Donc, oui, c'est ça. Ben, très bonne explication au niveau de toutes ce qu'il y a à faire administrativement pour avoir le statut. Une coopérative pourrait avoir ce statut-là pendant X nombre d'années et le perdre à cause que ses activités auraient changé. C'est vraiment une question de fait et c'est toujours à la coopérative de s'assurer qu'elle respecte ce qu'il y a à respecter pour garder son statut. Et les agences de revenus ne garantissent jamais d'avance que ça va être correct. Ils se réservent comme toujours un droit. Là, donc, c'est une coopérative, justement, là, qui est exploitée à des fins non lucratives, doit quand même garder en tête ces éléments-là pour ne pas perdre son statut. Et évidemment, ben, le vérificateur en fin d'année va avoir un rôle à jouer là-dedans. Lui, ben, c'est quand il fait des états financiers pour une coopérative exploitée à des fins non lucratives, ben, il y a des normes spécifiques. Donc, ces éléments-là vont être soulevés le cas échéant. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, ensuite, bon, au niveau, ça aussi, c'était dans l'état de situation. Donc, là, c'est petit, mais vous allez avoir le PowerPoint après. Au niveau des raisons qui ont poussé certaines coopératives à décider de s'interdire le versement de ristournes et d'intérêts aux membres. Principalement, 35 c'était pour avoir accès à des programmes de financement
partenariats et ou des contrats gouvernementaux. Ensuite, il y avait une grande proportion aussi, 26 que la raison, c'était pour les valeurs coopératives, communautaires, idéologiques. Ensuite, dans une moindre mesure, là, il y avait la pérennité de la coopérative à long terme, la confiance aux organismes de conseil, facilité de gestion interne et ou financière et certaines obligations légales. Il y avait aussi des ne sais pas ou des gens qui n'avaient pas répondu. Donc, ça, c'est pour montrer un portrait. Si tu me permets, Julie, oui. encore une fois, je vais essayer de ne pas te couper la parole à chaque slide, mais je trouve intéressant là, de regarder cette diapo-là et de se dire, ben, ça, c'est les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix-là, mais est-ce que ça s'est réellement concrétisé à la fin? Est-ce que vous avez vraiment eu plus d'accès à des programmes de financement? Est-ce que vraiment ça correspond mieux aux valeurs, etc.? Dans notre pratique, là, on est entre nous, on est entre intervenants, donc c'est vraiment là pour vous, cette formation-là, c'est de dire peut-être ne pas s'arrêter à la raison qui vous est donnée, puis la creuser. Parce que des fois, moi, en tout cas, je sais que j'entends beaucoup de mauvaises raisons ou de raisons qui n'ont pas été vérifiées. Et évidemment, choisir une voie ou choisir une autre, ben, ça nous ouvre des portes, mais ça nous enferme aussi. Hein? Fait que donc, vraiment d'aller challenger les raisons pour lesquelles les gens vous disent « Ah ouais, nous, on veut être à but non lucratif » pour vraiment amener dans le concret quelle différence ça va faire. C'est vraiment de cette façon-là qu'on s'assure que les gens prennent la meilleure décision au niveau de la Constitution. Oui, merci. Merci, Caroline. Donc, au niveau des données financières, on a pu remarquer que le taux de capitalisation des coopératives exploitées à des fins non lucratives est significativement plus bas que celui des coopératives en général. Ensuite, les coopératives de solidarité sont celles qui ont le meilleur taux de capitalisation et le moins grand écart avec les coopératives en général, donc n'ayant pas les mentions. Ensuite, la moyenne de capital social pour les coopératives de travailleurs exploités à des fins non lucratives est très basse par rapport aux autres catégories. Et les coopératives exploitées à des fins non lucratives ont un actif et un chiffre d'affaires moyen inférieur à la moyenne des coopératives. Et ça, ben, ça exclut l'habitation. Donc, toutes les données, en fait, là, excluaient les coopératives d'habitation qui sont un peu, disons, qui ont leur contexte bien particulier, là, les coops d'habitation. Voilà. Et donc, voilà, la comparaison des taux de capitalisation, là, on le voit. Donc, en bleu, c'est les coopératives exploitées à des fins non lucratives et les oranges, c'est toutes les coopératives excluant l'habitation. Donc, c'est pas une grosse surprise que les coopératives exploitées à des fins non lucratives ont plus de difficultés là, à se capitaliser. Mais là, on le voit là, de manière quand même assez claire. Et comme on peut voir là, au niveau des coops de solidarité, eh bien, la différence est beaucoup moins grande. Alors, au niveau du financement, justement, l'impossibilité de verser des intérêts sur les parts privilégiées, ça a été nommé comme un frein à la capitalisation, bien sûr. La plupart des gens, quand vient le temps d'investir, eh bien, on s'attend à un rendement. Donc, un investissement sans aucun rendement, c'est plus difficile d'aller chercher des investisseurs. Certaines coopératives ont exploré la possibilité d'utiliser les obligations communautaires. Donc, ça ne s'est jamais fait encore. Donc, une coopérative exploitée à des fins non lucratives peut théoriquement émettre des obligations communautaires, mais il y a quand même certains questionnements qui demeurent.
Comme vous savez, l'utilisation des obligations communautaires en tant que telles, c'est quand même assez nouveau. Là. Il y a quelques OBNL qui ont utilisé ça, mais on est encore, disons, en période d'exploration au niveau des obligations communautaires. Mais c'est quelque chose qui serait possible là, pour les coopératives. Ensuite, les membres sont les plus souvent nommés comme partenaires au montage financier initial, suivi de la communauté, municipalité, MRC. Donc, c'est sûr que quand les membres ne peuvent, on ne peut pas lever tellement de financement directement par les membres à cause qu'il n'y a pas d'intérêt, eh bien, il faut trouver des sources de financement autres. Ensuite, au niveau des subventions, par contre, c'est sûr qu'être exploité à des fins non lucratives peut faciliter l'obtention de certaines subventions. Donc, ça fait aussi partie du montage financier initial pour 32 des coopératives qui ont été sondées. Et donc, les principales difficultés des coopératives exploitées à des fins non lucratives, c'est le financement, la rentabilité et l'accès aux liquidités. Et le recours au financement participatif en dons est quand même en hausse présentement. Donc, le financement participatif en général, dans les dernières années, ont quand même pris de l'ampleur. Donc, dans le cas des coopératives, ça a été le cas aussi. Je m'excuse, c'est le même texte dans les deux, donc il y a comme une petite erreur. Je suis vraiment désolée. Donc, au niveau du taux de survie, donc on a remarqué aussi qu'au niveau du taux de survie, il y a, durant les 6 premières années, donc à peu près sur un horizon de 6 ans, les coopératives exploitées à des fins non lucratives ont un meilleur taux de survie, mais la tendance s'inverse après 6 ans. Moi, je l'aime bien celle-là, parce que je trouve qu'elle démontre une réalité qui est que souvent les coopératives vont dire on se met un statut fiscal à but non lucratif dans le but d'aller chercher des subventions. Et après ça, il y a comme une pensée magique par rapport aux subventions, souvent que ça va durer dans le temps puis que c'est un modèle qui est périn. L'affaire qu'il y a, c'est que les subventions, bon, je ne veux pas dire que c'est jamais périn, il y en a qui sont pérennes, il y en a qui vont se renouveler, mais dans le monde dans lequel on vit, de moins en moins. Puis souvent, les subventions, elles sont là, par exemple, pour vous aider à démarrer, pour vous fournir les premières années, le temps de rentabiliser, ou pour vous aider à acquérir des immobilisations, pour vous aider. Donc, les subventions, elles aident beaucoup les premières années, mais c'est quelque chose qui s'effrite. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup un lien là entre, on a choisi d'être à but non lucratif pour toucher des subventions. Ça nous a beaucoup aidé au début et ça a fini par nous nuire. Évidemment, ce n'est pas les subventions qui nous ont nui, mais c'est notre approche par rapport à ça, qui est celui, ça vient souvent là avec on n'a pas besoin de rentabiliser, on ne veut pas faire d'argent, etc. Et c'est cette mentalité-là qui est souvent associée à un choix au BNL puis qui va finir par nuire à la coopérative. Fait que, l'idée n'est pas de démoniser là, ces coopératives-là, mais l'idée est de regarder un modèle d'affaires sur le long terme pour bâtir quelque chose qui est pérenne. Après ça, c'est de se dire comment on va financer notre démarrage ou notre projet de façon à encore là, à être périn dans la façon de rembourser, dans la façon de payer pour les investissements initiaux. Et ça nous amène après ça à dire, OK, est-ce que le statut fiscal à but non lucratif, c'est vraiment nécessaire ou est-ce
on devrait garder une porte ouverte à la capitalisation par les membres. Fait qu'il y a vraiment une réflexion à pousser, je pense, en démarrage des coopératives. Je vois qu'il y a un commentaire. Ah, OK. On ne voit plus le diaporama, on voit comme l'ensemble de ton... Oui, OK. Ah, voilà. Désolée, là, j'essayais de fouiller quelque part, puis j'ai tout... OK. Alors, les principaux constats, dans le fond, là, qui ont ressorti de tous ces travaux-là, c'est que c'est un modèle d'affaires qui est important au Québec. Il y a un nombre quand même significatif de coopératives qui ont restreint leur mode d'opération pour être exploitées à des fins non lucratives. C'est aussi un modèle hétérogène qui peut être utilisé dans plusieurs secteurs d'activité différents et pouvant répondre à différentes motivations également. Et la proportion de coopératives qui souhaitent être exploitées à des fins non lucratives au moment de leur constitution semble avoir légèrement diminué dans les 10 dernières années. On peut faire une corrélation avec le fait qu'il y a aussi un peu moins de coopératives de solidarité qui ont été constituées également dans les 10 dernières années environ. Parce qu'on se rappelle que c'est les coopératives de solidarité principalement qui utilisaient ce mode fiscal, si on peut le dire. Et les autres principaux constats, il y a toujours eu une tension propre à l'économie sociale, dans le fond, là, qui motive le choix du mode d'exploitation à des fins non lucratives ou non. Donc, dans les éléments principaux, il y a l'accès aux mesures, programmes, partenariats et contrats gouvernementaux. Ainsi que la cohérence avec les valeurs et la logique du secteur d'activité dans lequel on exerce notre entreprise. Ensuite, il y a plusieurs coopératives qui disaient qu'il y avait des défis de reconnaissance, de financement et d'accès au programme. Donc, les coopératives exploitées à des fins non lucratives sont quand même, souvent doivent quand même expliquer leur situation. C'est comme moins évident que pour un OBNL vraiment constitué en vertu de la partie 3 de la loi sur les compagnies. Donc, les coopératives peuvent avoir à défendre ça un petit peu plus, c'est moins bien compris. Le taux de capitalisation et le taux de survie à long terme est un peu plus bas que celui des coopératives en général. Et l'appui des partenaires financiers locaux est très important dans le montage financier de ces projets. Et finalement, le choix d'une exploitation à des fins non lucratives peut avoir des effets négatifs sur l'attractivité de certaines coopératives, notamment dans la constitution du membrariat et d'un capital social. Donc, c'était vraiment là, je dirais le résumé des travaux qui ont été menés et qui ont, par la suite, dans le fond, là, on a créé un outil. Donc là, je vais vous partager l'outil directement. On va pouvoir le regarder. Je sais que vous l'avez reçu. Donc, je vais arrêter ce partage-là. Et je vais vous partager... juste 2 petites minutes.
Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien. Oui, bon, super. Alors, donc, comme vous pouvez voir, cet outil a été conçu. Oups, dans le fond, tu es revenu à la présentation, Julie. C'est comme si tu avais changé d'écran. Ah oui, j'ai changé d'écran pour mieux voir. Comme ça, c'est correct? Oui. OK. Je vais me mettre, je vais vous parler de profil. Désolée. Alors, donc voilà, c'est un peu un résumé là, de ce qu'on a dit. Au Québec, il y a plusieurs coopératives qui sont exploitées à des fins non lucratives, pour la plupart des coopératives de solidarité. Principalement, les secteurs dans lesquels on les retrouve le plus, c'est dans la santé, les services sociaux, les services marchands de proximité, partage d'outils, loisirs, art et culture. Puisqu'elles administrent des logements sociaux et communautaires, les coopératives d'habitation sont pour la presque totalité là, des coopératives exploitées à des fins non lucratives également. Juridiquement, une coopérative exploitée à des fins non lucratives n'est pas une organisation à but non lucratif. Donc, c'est très important de ne pas confondre la coopérative exploitée à des fins non lucratives avec l'OBNL qu'on connaît tous. Donc, les principes coopératifs demeurent toujours. Donc, comme on disait, la forme juridique coopérative demeure la même. Donc, l'adhésion volontaire est ouverte à tous, le contrôle démocratique exercé par les membres, l'autonomie, l'indépendance, le lien d'usage également, qui n'est pas quelque chose qui est nécessaire dans un OBNL classique, mais qui, dans la coopérative, est essentiel, bien sûr, puisque c'est l'essence même du coopérative, c'est le lien d'usage. Ensuite, bon, la coopérative, pour être considérée exploitée à des fins non lucratives au niveau fiscal, doit s'interdire le versement de ristournes et le versement d'intérêts aux membres, car aucun de ces revenus ne peuvent être versés à ses membres. Donc, ça doit être écrit dans les statuts, mais ce n'est pas automatique. Ça ne donne pas automatiquement le statut. Donc, ça aussi, c'est très important de s'en rappeler. Les différentes motivations et implications, donc, étaient la cohérence avec les valeurs et l'accès à des programmes d'aide de financement. Au niveau des critères là, de Revenu Québec, donc ça, c'est dans le petit cadre blanc ici, là, de manière générale, pour qu'une coopérative puisse dire qu'elle est exploitée à des fins non lucratives. Donc, les objectifs, ce sont des exemples, mais donc, ça peut être le bien-être de la collectivité, l'amélioration de la vie communautaire, la vie culturelle, les loisirs et l'amélioration et la promotion d'un secteur d'activité. Donc, c'est un critère de Revenu Québec. Il faut que l'objectif de l'entreprise soit sans but lucratif. Et donc, évidemment, bien, comme accompagnateur, c'est le but là, de cette formation, c'est que les accompagnateurs soient bien outillés pour bien faire réfléchir les groupes, à savoir si le choix qu'ils font de décider de s'interdire de verser des ristournes et des intérêts, est-ce que c'est vraiment le bon choix pour cette entreprise-là? Donc, on a des questions qui pourront aider dans votre questionnement avec les groupes promoteurs.
est-ce que votre modèle d'affaires vise la satisfaction des besoins de vos membres uniquement ou plus largement ceux de la collectivité? Ensuite, est-ce que l'interdiction de verser des ristournes et des intérêts sur les parts comporte plus d'avantages que d'inconvénients pour votre coopérative? Donc, c'est vraiment important de peser le pour et le contre pour un peu tous ces critères-là. Ensuite, bon, au niveau des attentes des membres, est-ce que l'interdiction de verser des ristournes sera approuvée par les membres? Donc, évidemment, si la coopérative s'interdit de verser des ristournes et des intérêts au moment de sa constitution, il ne sera pas nécessaire d'aller demander aux membres, puisque ça va être les membres fondateurs qui vont prendre cette décision-là ensemble. Mais si jamais une coopérative voulait changer de statut, bien, changer des statuts de coopérative, ça prend un vote en Assemblée générale aux 2/3. Alors, bien sûr, ce sont les membres qui devront décider de ça. Alors, le fait que est-ce que le modèle d'affaires repose sur une contribution bénévole? Donc, ça, ce sont tous des exemples de questions. Ce n'est pas nécessairement oui, non et le nombre de oui, de non. Ça, c'est vraiment vous, comme accompagnateur, vous allez poser ces questions-là et vous faire un portrait pour voir avec le groupe si c'est une bonne option pour eux. Ensuite, est-ce que vous avez besoin d'atouts spécifiques à votre modèle d'affaires pour mobiliser la collectivité? À quel point une exonération d'impôts serait-elle importante pour la vitalité économique de votre coopérative? Et votre projet semble-t-il répondre aux critères de Revenu Québec pour obtenir un statut fiscal de coopérative exploitée à des fins non lucratives? En gros, là, je vous dirais qu'il ne faut pas comme essayer nécessairement de rentrer dans la case si ce n'est pas naturel pour cette coopérative-là de l'être. Il faut vraiment plus regarder les faits, la situation de cette coopérative-là et poser le diagnostic à partir de là et non l'inverse. J'oserais dire, Julie, il faut y aller dans le concret hein, aussi. La question, là, à quel point une exonération d'impôts serait, là, je ne vois plus, là, mais bénéfique à la vitalité économique, je pense. Encore cette semaine, là, j'ai quelqu'un qui m'appelait pour me dire ben là, il aurait fallu qu'on soit à but non lucratif, là, on paye de l'impôt, là, on n'est pas content, il y a ci, puis il y a ça. Il paye 130 $ d'impôt, cette année. 130 $ d'impôt. Je comprends que c'est bon, on aime toujours mieux avoir 130 $ dans nos poches, là, on comprend tous ça. Mais à la discussion, on se posait des questions. Bon, c'est combien vos excédents? Qu'est-ce que vous allez en faire? Comment allez-vous financer les prochains développements? C'est quoi vos prochains projets de développement, etc. Et en 5 ou 10 minutes, j'ai fait ressortir probablement 5 ou 10 bonnes raisons d'être à but lucratif. Permettre une capitalisation, permettre une répartition d'excédents, etc. Et on a été défaire des préjugés. Fait que souvent, cette question-là de l'exonération d'impôts, ça a l'air bien, bien gros pour les gens. Mais quand tu regardes les prévisions financières, finalement, tu te rends compte que, bien, comme ils n'ont pas l'objectif de faire un profit, ils ont développé un modèle d'affaires qui est, bon, typiquement coop ou typiquement économie sociale, mais bref, qui ne vise pas le profit, donc qui vise un juste coût pour les services. Et donc, par définition, ils n'engrangeront pas des excédents très importants, donc ils ne payeront pas beaucoup d'impôts. Fait que donc, c'est là où on le voit un peu plus haut, là, y a-t-il plus d'avantages que d'inconvénients? Je me répète, là, mais je vous invite à ne pas rester dans la théorie quand vous accompagnez des coopératives, mais vraiment aller regarder les prévisions financières, puis aller le chiffrer. Là. Mettons, tu payes de l'impôt, là, tu vas en payer combien? Mettons, tu payes de l'intérêt sur les parts privilégiées. Combien est-ce que tu pourrais aller chercher en capitalisation? Ça réduit de combien ton financement? Tu peux économiser combien? Tu sais, bref, jouer avec les prévisions financières, avec le modèle d'affaires pour vous permettre de déterminer, bon, ben,
si je suis à but lucratif, comment est-ce que ça pourrait marcher, puis c'est quoi les avantages et les inconvénients? Et si par opposition, on est admissible à un statut d'exploitation à des fins non lucratives, qu'est-ce que ça comporte réellement comme avantage puis comme inconvénient? Puis encore là, on se rappelle de notre super graphique, puis on dit, OK, passer les 2-3 premières années, de quoi ça va avoir l'air dans l'avenir? Je pense que chiffrer ces avantages et ces inconvénients-là, c'est ce qui permet réellement là, d'accompagner les entreprises à une bonne décision là-dessus. Très bon exemple. Puis, tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment le rôle du conseiller qui est comme un petit peu que tu illustres, Caroline. Dans le fond, c'est que ça arrive souvent que les groupes ont une idée en tête de quelque chose qu'ils veulent, mais le rôle de l'accompagnateur, du conseiller, ce n'est pas nécessairement de faire qu'est-ce que la personne nous demande. C'est souvent de lui poser des questions pour la faire réfléchir. Au final, c'est eux qui prennent la décision. Ce n'est pas le conseiller qui va dire oui ou non, mais c'est vraiment de faire réfléchir. Et ces outils-là, on espère que ça va vous aider là, justement à faire réfléchir les groupes, à réfléchir avec eux pour voir si oui ou non, là, c'est une bonne option. Mais c'est cette posture-là, elle s'applique dans n'importe quel sujet, en fait. Ce n'est pas uniquement dans le cas de décider si on va être exploité à des fins lucratives ou non, mais c'est la posture du conseiller en entrepreneuriat collectif de faire réfléchir et de questionner les projets. Et donc, c'est ça. Au niveau de la capitalisation, là, le deuxième cadre blanc, donc c'est certain que il y a un enjeu de capitalisation si on décide d'être une coopérative exploitée à des fins non lucratives. Donc, les questions à se poser, est-ce que le démarrage de votre coopérative repose essentiellement sur la capitalisation par les membres ou sur des sources de financement externes, comme des subventions, des programmes d'aide? Donc, tout dépendant de la réponse, ça va nous donner une orientation. Les services offerts par votre coopérative aux membres sont-ils suffisants pour les convaincre d'investir en parts ne portant pas intérêt? Donc, voulez-vous accéder à certains programmes d'aide? Et si oui, quels programmes? Donc, on peut regarder, tu sais, quand on a besoin d'avoir accès à tel programme, on peut regarder quels sont les critères du programme. Donc, ça peut être un élément qui peut faire pencher la balance. Quel type de contribution votre coopérative attend-elle de la part de son milieu? Et quels moyens votre coopérative entend-elle mettre en œuvre pour mobiliser ses partenaires financiers potentiels? Alors, voilà, je vais arrêter le partage et puis, en fait, il reste à peu près une quinzaine de minutes. Donc, s'il y a des questions, c'est toujours stimulant et intéressant là, quand on peut discuter sur peut-être des cas ou quoi que ce soit. Oui, ou sur comment vous vous y prenez. Actuellement, là, pour accompagner, c'est quoi les questions que vous posez, etc. Parce que je pense que l'idée, c'est vraiment ça, là, c'est de nous outiller collectivement pour pousser plus loin ces réflexions-là. Evan? Oui, merci pour la présentation et mise à jour. J'ai goût d'entendre un changement de statut. Tu sais, oui, c'est en Assemblée générale, effectivement, qu'on fait la modification de statut, mais est-ce que ça donne le goût aux autorités fiscales de dire « Ah, les dernières années, toi, tu étais comment? » Puis de se mettre à regarder, tu aurais peut-être dû payer de l'impôt ou tu aurais peut-être dû avoir un traitement fiscal différent dans les dernières années. En tout cas, les questions qu'on me pose souvent sont dans la posture de je commence à exploiter à but non lucratif et je souhaite
me capitaliser auprès de mes membres. Je souhaite changer ma posture entrepreneuriale. Donc, voilà, y a-t-il des cas dans l'étude qui sont sortis? C'est ce que j'ai le goût de vous soumettre. Merci. Je ne sais pas s'il y a des cas. Caroline, peut-être que tu auras un exemple peut-être plus concret, mais c'est certain qu'il faut s'attendre parce que c'est un statut fiscal, effectivement. Donc, ce n'est pas parce qu'on change nos statuts de constitution que le ministère du Revenu va accepter ça tout bonnement. Là. Donc, oui, ça se pourrait qu'il creuse un petit peu. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il faut, si on fait ce choix-là, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Il ne faut pas que ce soit pour sauver de l'impôt comme. C'est pas ça le but premier. Donc, c'est parce que c'est oui dans l'intérêt de la coopérative pour X raisons, etc., etc. Pour ce qui est de c'est quand on change de statut comme ça, là, puis là, ben, je suis pas nécessairement spécialiste là-dedans, mais ça serait différent une coopérative à but lucratif qui devient à but non lucratif qu'une coopérative à but non lucratif qui devient à but lucratif. Donc, ça aussi, là, les ministères du Revenu, ils ont vraiment, s'ils soupçonnent quelque chose, ils peuvent tout demander. Donc, c'est difficile, on ne peut pas nous, là, mais oui, c'est certain que le ministère du Revenu, il y a des bonnes chances qu'il fasse certaines vérifications pour s'assurer de la cohérence de la décision de changer de statut. Caroline, as-tu quelque chose de plus concret? Toi, tu en as déjà vu là, des situations où ils ont changé de statut? Oui, puis je te dirais que j'en ai vu dans un sens puis dans l'autre, là, puis tu sais, dans les faits, en tout cas, les deux que j'ai vus changer de statut qui étaient au BNL pour devenir BL, tu sais, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir se capitaliser. Tu sais, c'est un cas typique, comme je vous en parlais tantôt, là. On a eu des subventions, on n'en a plus. Oups, là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on soit capable de capitaliser. Pour être capable de capitaliser et de lever quelque chose qui est significatif, il faut qu'on soit capable de donner de l'intérêt. Donc, on va changer nos statuts de constitution pour pouvoir le faire. Bien sûr, est-ce que le ministère s'est posé la question? Evan, je ne peux pas te répondre là-dessus. Mais même s'il s'était posé la question, dans les deux cas que j'ai en tête, ce n'étaient pas des entreprises là, qui faisaient de l'argent et qui roulaient sur l'or. C'était plus des entreprises qui devaient se capitaliser, au contraire, là, pour être capables de continuer d'opérer. Même si les autorités fiscales avaient dit, là, il était peut-être à but lucratif avant, révisons, le ministère aurait été un peu déçu de la fortune qu'il n'aurait pas tirée de ces deux coopératives-là. Je ne peux pas te répondre sur l'intention du ministère ou ce qui se passe dans leur tête, mais j'aurais envie de te dire que dans le concret, quand ça s'est manifesté, c'est un peu dans la suite des choses, j'oserais te dire, ou dans, c'était une suite naturelle pour la coopérative. Il n'y avait pas un clash qui faisait que dorénavant, on change complètement le modèle d'affaires et ça peut donner envie au ministère de revenir en arrière et dire, aviez-vous déjà un modèle d'affaires qui était, par exemple, trop lucratif? Juste ajouter, là, dans le contexte des travaux, on a demandé un avis fiscal sur la question. Puis là, j'essayais de retrouver l'information vite, là, mais je pourrais vous envoyer de l'information par courriel. Mais c'est ça, parce qu'on a posé la question sur les conséquences fiscales d'un changement de statut. Peut-être que Guylaine, tu es capable d'avoir une réponse plus rapide que la mienne. En fait, ce que nous ont dit les fiscalistes, c'est que lorsqu'une entreprise exploitée à des fins non lucratives change ses statuts pour devenir exploitée à des fins lucratives, il n'y a pas de conséquences fiscales parce qu'elle va être évaluée sur son dernier exercice financier avant la modification de statut et elle était exonérée d'impôts. Donc, auquel cas, il n'y a pas vraiment, je dirais, d'inquiétude à y avoir.
Par contre, les fiscalistes ont souligné que pour la coopérative qui n'avait pas de restriction à ses statuts et qui, bon, au cours de son existence, introduirait désormais son mode d'exploitation à des fins non lucratives, là, elle serait réputée avoir disposé de l'entièreté de ses actifs juste avant la modification de statut. Et là, il faut voir. Il faudrait donc évaluer quelle sera la conséquence fiscale parce qu'elle pourrait avoir une charge, effectivement, là, en fonction de cette transformation-là. Alors, c'est le souvenir que j'en ai, Marie. Merci beaucoup, Guylaine. D'autres questions? OK. Ben, il y a Eric là, qui avait écrit dans le chat que payer de l'impôt permet parfois aussi d'avoir accès à des crédits d'impôt. Donc, d'où l'intérêt de bien évaluer les choses, de ne pas, de ne pas. Puis, tu sais, quand on questionne les groupes, c'est vraiment de savoir pourquoi. Si ils veulent, maintenant qu'ils disent on veut être à but non lucratif, pourquoi? Donc, vraiment les faire parler sur les raisons. Et nous, on est capable après ça de détecter si jamais ce n'est pas nécessairement la bonne solution pour eux, on peut leur faire voir d'autres choses. C'est souvent très vague hein, comme réponse. Oh, on ne veut pas faire d'argent vraiment avec ça. Ouais. Souvent, que je me répète, là, mais n'hésitez pas à creuser. Ah oui, tu vas faire de l'argent avec ça si tu es à but lucratif? Peut-être, mais peut-être pas. Hein? C'est une question de modèle d'affaires et non pas une question de statut. Bref, je me répète, là, mais n'hésitez pas à creuser et à chiffrer. Oui. Parce que si la coopérative, disons, ses statuts ne correspondent pas à ses vrais besoins, ben ça va moins bien aller tout simplement. Elle a moins de chances de survie, plein de choses comme ça, que ce soit par rapport au statut lucratif ou à plein d'autres choses. Là, c'est notre rôle d'accompagnateur, c'est vraiment de faire aller plus loin les coops, les groupes, tout le monde. Bon. J'ai un autre exemple en tête qui, évidemment, je nommerai pas, là, mais une coop qui a mis les interdictions à ses statuts, qui se déclare donc avec un statut fiscal au BNL depuis sa création, mais qui fait de l'argent, puis qui fait de l'argent, puis qui se l'est fait dire à un moment donné, vous allez vous faire pogner. Et bon, évidemment, on ne leur souhaite pas, là, on leur souhaite le meilleur, mais avec l'impôt qui est impayé, si le ministère revient là-dessus, c'est probablement une fermeture de coop. Fait que, tu sais, gardons en tête, souvent les gens disent, ben ça passe, c'est sûr, mais quand le ministère revient, il revient plusieurs années en arrière. Là. Fait que les conseils d'administration ont une obligation de prudence. Le choix d'un statut fiscal, ça s'applique. On a un devoir de prudence et de prendre une décision qui permet la pérennité de la coop et non pas nécessairement ce qui est le mieux pour cette année. Belle conclusion. On dirait un mot de la fin, hein? Oui, non, c'était vraiment... Excellent. Mais si je me souviens bien, dans l'état de situation, vous avez quand même de l'information sur le changement de statut fiscal. On avait inclus ça dans l'état de situation. Et puis, fait que vous avez tout reçu ça et l'outil aussi que Julie a présenté. Pour l'outil, on se veut quand même avoir quelque chose de vivant. Fait que si jamais il vous vient dans votre pratique des commentaires, des interrogations, faites-nous en part. Ça vaut la peine, ça pourra évoluer dans le temps. Ben, merci beaucoup, Julie. Merci, Caroline. Merci, Guylaine, aussi, pour la précision. Fait qu'on a une autre formation demain et une autre jeudi, ce qui va terminer nos travaux sur le financement participatif en capital des coopératives par le milieu. Merci à tout le monde. Puis moi, c'est ça, vous allez recevoir aussi le PowerPoint. Puis en tout cas, j'avais 2 diapos qui avaient le même texte, mais
Je l'ai corrigé 5 minutes avant, mais là, je n'ai pas partagé la bonne version. Fait que la version que je vais envoyer, ça va être la bonne. Je suis vraiment désolée, là. Parce que je l'avais vu, puis là, voyons, je ne comprenais plus, mais voilà. Donc, vous allez recevoir la bonne version et puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci tout le monde. beaucoup. Au revoir. Merci. À demain, tout le monde! Bye. À demain. À demain.